Entrez. Bonjour, Samson. Charles. Mon vieux Charles, quel bon vent vous amène. Je passais dans la rue. J'ai vu de belles lettres dorées sur une porte. J'ai lu Samson, assurance. Je suis entré. Ce vénérable employé qui nous sourit à travers la vitre m'a assuré que vous étiez bien le Samson que je connais. Mon vieil ami Samson qui étudiait le droit avec moi. Il m'a affirmé que vous seriez content de me voir. Adams ne se trompe jamais. Asseyez-vous, Charles. Merci. Ah, c'est vrai que je suis heureux de vous revoir. J'ai beaucoup aimé votre dernier livre. David Copperfield? Non, Les Contes de Noël. Oh, celui-là, c'est l'avant-dernier. Pauvres écrivains. Leurs amis et leurs proches sont toujours en retard d'un livre. Je suis vraiment... Allons, n'ayez pas l'air si désespéré. Après tout, moi non plus, je ne devais pas m'intéresser beaucoup à vos affaires, puisque je ne connaissais même pas l'adresse de votre bureau. Nous sommes donc quittes. Sans le brouillard qui m'a incité à faire une longue promenade aujourd'hui. Et pourquoi riez-vous? Parce que vous n'avez pas changé. À l'époque où nous faisions notre droit, vous prétendiez déjà qu'il n'y a rien de plus exaltant qu'un jour de brouillard à Londres. Ce sont les jours de brouillard qui m'ont fourni mes meilleures inspirations. Tenez, tout à l'heure, j'entendais le pas d'un cheval. Et l'animal avait peur, il bronchait, il soufflait. Je sentais l'angoisse du cavalier. Un jour, j'ai entendu pleurer dans le brouillard. Et pleurer d'une façon déchirante. Je n'ai jamais pu trouver la personne qui pleurait. C'était peut-être un fantôme. Je vous amuse. Oui. Oui, bien sûr. Que représentent des pleurs pour un homme qui passe sa vie à évaluer le coût d'une maison ou d'un bateau? Je n'assure ni maison ni bateau. Et alors quoi? Des tableaux? Des bijoux? Contre le vol? Non. Des hommes et des femmes contre la mort. Contre la mort? Oh, diable! Ainsi vous versez de l'argent quand vos assurés meurent. Mais à qui le versez-vous? Un bénéficiaire inscrit sur la police d'assurance. Oh, c'est fantastique. C'est la plus belle invention depuis celle du chemin de fer. Ça me donne une idée. Une idée? Je connais un vieux marin qui est en train de se tuer. Lentement, mais sûrement, au rhum des Antilles. Il est vrai qu'il combine ce rhum avec je ne sais quelle maladie qu'il a ramené de là-bas. Je l'assure à mon bénéfice. Non, pas dans ce bureau, car lorsque votre ivrogne demandera une police d'assurance... Oui, vous le verrez et vous jugerez de sa condition, oui. Mais et si je viens remplir les papiers à sa place et que je les lui porte à signer à domicile? Vous ne m'avez pas laissé achever. Je n'assurerai pas votre ivrogne sans un solide garant, sans quelqu'un qui attestera par écrit et sous sa responsabilité que votre marin est un homme sobre et bien portant. Oui. Il va falloir que je trouve autre chose. Attendez. Non, attendez. Voilà, j'ai une idée imparable. Mon cher Samson, j'ai un ami sobre, vigoureux, de mœurs irréprochables, je l'assure sur la vie, je le tue. Qu'arrive-t-il? On vous arrête, on vous juge et on vous pend. Ah. C'est du moins le sort qui a été réservé aux imaginatifs qui ont eu cette idée avant vous. Vous commencez à m'intéresser sérieusement. Mais à vous entendre, on jurerait que vous avez reçu des légions d'assassins dans ce bureau. Oh, pas des légions, mais quelques-uns, oui. Vous vous êtes transformé en détective pour les démasquer? Ça m'est arrivé. Oh, c'est extraordinaire. Ainsi, vous attendez que vos clients aient commis leur crime, puis, tel le dieu vengeur, vous vous précipitez le glaive à la main. Non, je dois avouer que j'aime mieux intervenir avant le crime. J'ai un faible pour les êtres humains, et je les ai toujours préférés vivants. Dites-moi, comment faites-vous pour deviner l'assassin sous l'enveloppe du client? Vous avez remarqué cette cloison de verre entre mon bureau et celui de Montclair? Ah, oui, bien sûr, mais je ne comprends pas. C'est pourtant très simple. Cette cloison ne me permet pas d'entendre ce que les visiteurs disent au vieil Adams. Mais elle m'offre précisément l'occasion d'examiner leur physionomie sans être distrait par leurs paroles. Et je crois que rien n'est plus révélateur qu'un visage quand on sait le regarder. Vous ne vous êtes jamais trompé? Je me suis trompé chaque fois que j'ai manqué de confiance dans mon premier jugement, et j'ai eu raison toutes les fois que j'ai suivi ma première impression. Tenez, je vais vous raconter une histoire. C'était en 1840, au mois d'avril, et je venais d'installer mon bureau. Un jour, à travers ma fameuse cloison, j'ai vu un homme entrer chez Adams. Un homme à l'allure solennelle, au visage agréable. Franchement, il n'y avait rien à reprocher à cette physionomie. Mais l'individu en question avait une coiffure qui m'irrita. Une coiffure qui vous irrita? Oui, ses cheveux soigneusement plaqués étaient partagés par une raie médiane, une raie... Mais
Écoutez plutôt l'histoire. Je me trouve bien dans les bureaux de la compagnie d'assurance sur la vie que dirige Monsieur Sampson. Exactement, monsieur. Vous désirez probablement contracter une police? Non. Je sais bien qu'en 1840, tout le monde devrait être assuré. J'y viendrai, sans doute. Mais en réalité, il s'agit de... Mais dites-moi, ne serait-ce pas Monsieur Sampson, ce monsieur que je vois de l'autre côté de cette vitre? Si, monsieur. Moi, je suis simplement Adams, son principal employé. C'est une des amies de Monsieur Sampson qui m'a recommandé votre maison comme étant une des plus sûres de Londres. Oh, dans ce cas, vous préférez certainement vous adresser à monsieur Sampson lui-même. Je vais... Non, je vous en prie, non, ne le dérangez pas. Jamais je n'aurais le sans-gêne de déranger un homme aussi occupé que Monsieur Sampson pour une affaire aussi mince que celle qui m'amène. Enfin, cette affaire... Oui. Oui, je veux dire, monsieur, que vous ne m'avez pas encore fait part de ce que vous désiriez. Ah, mon Dieu, c'est vrai. Je suis si distrait. Oh. Je désire simplement des formules imprimées, des formules à remplir si on désire s'assurer sur la vie dans votre compagnie. Oh, mais certainement, monsieur. Je vais vous les donner. Vous m'avez dit que ce n'était pas pour vous. C'est pour un ami. Très bien. Un ami et un voisin tout à la fois. Alfred Beckwith, qui habite la même maison que moi, le même palier. Il a promis à sa mère et à sa sœur de s'assurer, mais si je ne m'en occupe pas, il ne le fera jamais. Tels sont les gens. Et telle est la vie. Vous avez parfaitement raison, monsieur. Voici les imprimés. Merci. Voici. Celui-ci doit être rempli par l'assuré lui-même. En l'occurrence, monsieur Beckwith. Et celui-là, là, par une tierce personne qui se portera garant de la santé physique et morale. Morale de votre ami. Je vois, oui. Ah, comme tout ça est donc ingénieux. Oh. Bon, eh bien, il ne me reste que vous remercier, Monsieur Adams. Au revoir, Monsieur Adams. Au fait, si vous le permettez, je vais vous laisser ma carte. Voilà. Merci, monsieur Collins. Au revoir, Monsieur Adams. Au revoir, monsieur Collins. Adams, voulez-vous venir une minute? Tout de suite, monsieur Sampson. Qui était cet homme? Un certain Julius Collins, monsieur. Voici sa carte. Julius Collins, Middle Temple. Middle Temple? C'est un avocat? Non, monsieur. D'ailleurs, avec sa cravate blanche, ses vêtements noirs, il a plutôt l'air d'un pasteur. Ah, s'il était pasteur, sa carte mentionnerait le révérend Julius Collins, monsieur. C'est juste. C'est peut-être un veuf qui étudie la théologie et qui se prépare à entrer dans les ordres, monsieur. Alors Dieu vienne en aide à ses futurs paroissiens. Oh, pourquoi dites-vous ça, monsieur? Monsieur Collins a l'air de quelqu'un de très bien. Il est aimable. Très. Il s'exprime en homme bien élevé. Tout à fait, monsieur. J'ai remarqué qu'il vous regardait bien en face. C'est exact, monsieur. Monsieur Collins a un regard très franc. Oh, Adams. Oh, vraiment, vous me navrez. À votre âge, vous n'avez pas encore remarqué qu'il n'y a rien de tel qu'un menteur pour vous regarder en face. C'est bien possible, monsieur. Mais toutefois... je n'ai aucune preuve de la fourberie de ce monsieur Collins. C'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Oui. Ouais, ben, je vous l'accorde. Je n'ai pas de preuve. Et pourtant, votre monsieur, si bien habillé, si poli, m'a fait l'effet d'une abominable crapule. Si je comprends bien, vous vous êtes livré à une de vos fameuses lectures de physionomie. Oui, Adams, j'ai étudié la physionomie de cet homme. Et ce que j'y ai lu m'a fait peur. Je suis tout prêt à reconnaître que je ne possède pas vos dons, monsieur. Mais, à mon humble avis, ce Julius Collins a une figure des plus agréables. C'est d'ailleurs vrai, Adams. Si je mets le visage de Collins en pièces détachées, si j'examine séparément son nez, sa bouche, ses yeux, je ne trouve rien à leur reprocher. Et rien non plus si je remets le tout ensemble. Alors, monsieur... Ça doit tenir à s'arrêter au milieu. Ah. Enfin, monsieur, un homme n'est pas un criminel pour le simple fait qu'il divise ses cheveux en deux parts rigoureusement égales. Mais non, bien sûr. Mais cette oreille-là a quelque chose d'exaspérant. Elle a l'air d'une allée dans un jardin à la française. Et Collins vous la met sous le nez comme s'il disait textuellement « Montez, mon bon monsieur, montez tout droit, suivez le sentier, ne marchez pas sur l'herbe. Il est absolument interdit de marcher sur l'herbe. » C'est parce que monsieur Collins penche un peu la tête en parlant, monsieur. On a les yeux attirés malgré soi. Mais vous reconnaissez donc que cette raie
vous a fasciné. Elle a capté mon regard, monsieur. C'est tout. Ouais. Et qu'est-ce qu'il voulait, ce monsieur Collins? Une formule de demande d'assurance sur la vie. Il nous a été envoyé par quelqu'un? Par une de vos amies, monsieur. Il n'a pas précisé de qui il s'agissait. Il a remarqué que vous étiez dans votre bureau, mais quand j'ai voulu vous appeler, il m'a demandé de n'en rien faire. Il désirait s'assurer lui-même? Non, monsieur, il venait pour un de ses amis et voisins. Et comment s'appelle ce fameux voisin? Beckwith, monsieur. Alfred Beckwith. Beckwith! Mais où diable êtes-vous? Beckwith! Où donc est passée cette locumène? Beckwith! Hello, Julius! Voici enfin revenu mon précieux Julius César. Vous ne trouvez pas que Julius César sonne mieux que Julius Collins? Allez, cessez vos plaisanteries stupides, Beckwith. Je suis pressé. Je dois me changer pour aller à une soirée. Où étiez-vous? Mais chez vous, mon vieux, chez vous. Si vous aviez traversé le palier et que vous étiez allé chez vous, au lieu de venir directement chez moi, vous m'y auriez trouvé. Mais que diable! Mais il fait terriblement soif, Julius. Et j'ai plus rien à boire. Rien, vous m'entendez? C'est un vrai Sahara ici. Alors je me suis dit que mon vieil ami Julius César avait peut-être caché une bouteille. Et ben même pas. Mon ami Julius César m'abandonne. Mon ami Julius César me laisse manquer d'alcool, mon ami. Allons, Beckwith, allons, voyons, ne vous énervez pas, j'ai pensé à vous. J'ai apporté ce qu'il vous fallait. Tenez, du vrai cognac français, et qui n'a pas passé la douane. Le tire-bouchon, mais où ai-je mis le tire-bouchon? Ouais. Collins, mon vieux, tout à l'heure, nous ferons des grogs. Bon. Des litres de grog. Et ce coup-là, nous allons le boire à froid, hein? Julius, mon Julius bien-aimé, quand je pense que vous avez traversé Londres tout de noir vêtu, uniquement pour aller m'acheter du cognac. Je ne suis pas seulement sorti pour vous acheter du cognac, Beckwith. Je suis passé au siège d'une compagnie d'assurance. Vous m'aviez dit que vous vouliez remplir les formules nécessaires pour recevoir une police. Tenez, les voici, signez-les. Faites au moins une chose raisonnable dans votre vie. Ces vers sont trop petits, on en voit tout de suite le fond. Qu'est-ce que vous disiez, Julius? Voici les papiers qu'il vous faut remplir et signer pour recevoir une police d'assurance. Ouais. Vous dites que j'ai demandé à signer ces trucs-là, moi? J'en suis sûr. Vous en parliez hier encore. Quoi, vous ne vous rappelez pas? Enfin, peu importe. Si vous voulez, je remplirai les formules pour vous et vous n'aurez qu'à signer. On a tout le temps. Tiens, je vais activer le feu, nous allons nous préparer des grogs, hein? Julius, qu'en dites-vous? J'ai beaucoup plus confiance dans le grog que dans les compagnies d'assurance pour me conserver en vie, hein? Pas vous? Je vous ai déjà dit ce que je pensais de cette question, Alfred. Allez, buvez, vieil hypocrite, allez, buvez! Je ne peux pas boire avec vous, il faut que je me change pour sortir. Pour sortir avec votre jolie nièce, hein? Pourquoi m'avez-vous jamais présenté votre jolie nièce, Julius? Pourquoi n'habite-t-elle pas ici avec nous? Ce serait pas plus gentil, hein? On pourrait lui donner des grogs, elle aussi. Je n'aime pas qu'on plaisante sur le compte de ma nièce, Beckwith. Si ma pauvre Margaret loge dans une pension de famille, c'est que notre vie de garçon ne serait guère convenable pour une jeune fille timide et fragile. Sa santé est... Puis ne parlons pas de ma nièce, voulez-vous? Oh, non, mais ne vous fâchez pas, Julius César. Alors vous partez, vous partez vraiment? Mais si vous partez et que je reste tout seul, moi je vais m'ennuyer. Et si je m'ennuie, je vais finir ma bouteille. Oui, j'espère bien que non. Enfin, de toute manière, je passerai vous voir en rentrant de chez Madame Redforth. Madame Redforth? Mais pourquoi allez-vous donc chez cette vieille piquée, hein? Elle fait de meilleurs grogs que moi? Ne me parlez plus de grog, vous m'écœurez. Je vais chez elle parce qu'on y rencontre des gens auxquels je désire être présenté. Votre soirée est une des plus brillantes de la saison, Madame Redforth. Oh. Non, vraiment, tout Londres est ici, non? Cher Collins, vous êtes un vilain flatteur. Oh, si, je sais ce que je dis.
Mais si vous réduisez Londres à une quarantaine de personnes, il est effectivement possible que tout Londres soit ici. Voulez-vous me faire une faveur? Une faveur qui... Avec le plus grand plaisir. De quoi s'agit-il? Oh, je brûle de curiosité. Ah, je parie Voilà. que ce... Voilà. J'aimerais être présenté à Monsieur Samson. Étrange idée. J'aurais juré que vous le connaissiez. Oh, quel homme surprenant vous faites, mon cher Collins. Samson? Samson? Mais venez donc, venez. Mais venez. Oh non, rassurez-vous. Si je vous appelle, ce n'est pas pour vous mettre de force au whist. Mais je ne songeais pas à prendre la fuite. Voici mon ami Collins, un être d'élite. Oh. Et je sais de quoi je parle. Non, mais Si. Il vous connaît parfaitement puisque je l'ai envoyé dans vos bureaux. Mais il veut tout de même que je le présente à vous. Voilà qui est fait. Je suis enchanté, vraiment enchanté, Monsieur Samson. Je suis même honoré. Je vous en prie, c'est moi qui suis très heureux. Je vous laisse débattre cette importante question. Oh, j'aperçois Lord Candle qui arrive. Il va falloir que j'organise une nouvelle table de whist pour lui. Oh, la vie de maîtresse de maison est affreuse. C'est merveilleux. Merci. À tout de suite. Ah, Dieu, quelle femme. J'ai des reproches à vous adresser, Monsieur Collins. À moi? Vraiment? Mais qu'ai-je pu faire, mon Dieu, qui vous ait déplu? Ma vie Et entière. votre vie entière est loin d'être en cause, Monsieur Collins. Non, simplement, vous êtes venu à mon bureau et vous ne m'avez pas fait demander. Jamais je ne me le serais permis. Voyons, n'importe quel employé pouvait me donner les renseignements dont j'avais besoin. N'importe quel ami de Madame Redforce a droit à tous mes soins. Oh, vous êtes trop aimable. Eh bien, dorénavant, je me ferai moins de scrupules de vous déranger. Cependant, je ne m'autoriserai cette liberté que si j'ai quelque chose de sérieux à soumettre à votre attention. Je ne suis pas dans les affaires moi-même, Monsieur Samson, mais je sais combien un homme tel que vous doit être surmené et combien son temps est précieux. Vous songez sans doute à vous assurer sur la vie. Oh, mon Dieu, non. Non? Non, vous me faites plus prévoyant et plus raisonnable que je ne suis, Monsieur Samson. Non, je venais simplement chercher ces renseignements pour un ami qui désire s'assurer. Je suis sûr que vous avez l'expérience de ces démarches que l'on fait pour des amis, n'est-ce pas? Oui, on se donne un mal fou, on dérange des gens très occupés, comme vous, Monsieur Samson, et 9 fois sur 10, il n'en résulte rien. Non, vraiment, je vous assure, je déteste déranger un ami pour le compte d'un autre ami. Je sais trop comment se termine ce genre d'histoire. Les gens sont tellement égoïstes, tellement insatiables, instables. Est-ce que ça n'est pas également votre avis, Monsieur Samson? Ouf, mon Dieu, vous savez... ça dépend. Ah, vous êtes l'indulgence même. Au fait, j'entends dire de tous côtés que les assurances viennent de subir une perte considérable. Une perte d'argent? J'oubliais évidemment que pour un spécialiste des assurances, une perte considérable ne peut être que d'argent. Non. Non, Monsieur Samson, je faisais allusion à une perte irréparable. En talent. Et en énergie. Alors, j'avoue que je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Notre profession aurait-elle perdu quelqu'un? Hélas. Ah, naturellement, ce n'est pas aussi catastrophique que si vous, Monsieur Samson, vous aviez pris votre retraite. Je parlais du jeune Roger Meltham. Il était assureur, comme vous. Oui, Meltham est actuaire à l'inestimable, mais je ne sais pas pourquoi vous parlez de lui au passé. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que ce Meltham avait disparu? Disparu? Mais... Ah, elle n'est pas mauvaise. Meltham a quitté sa maison d'assurance pour se reposer, Monsieur Collins. Disparu? Je disais disparu parce qu'on me l'a dit. Je ne me doutais pas que j'allais vous offenser gravement. Je ne savais pas que Meltham était un de vos amis intimes. Je ne l'ai jamais rencontré. Mais personne n'a meilleure réputation dans notre petit monde des assurances. Mais je ne demande qu'à vous croire. Collins, cher Collins, oh, j'ai besoin de vous. Un de mes joueurs de whist vient de déserter. Mon Dieu. Il va falloir vous dévouer. Oh, vous, Samson, je ne vous demande rien parce que vous êtes un sauvage et un insoumis. Oh, si, un insoumis. Allez, Collins. Allez à la table de Lord Candle. Entends-tu? Entendre, c'est obéir. Au revoir, Monsieur Samson. J'espère vous revoir un de ces jours à votre bureau. Au revoir. Oh, quel brave garçon. C'est le dévouement et la gentillesse même. Vraiment? Oh, vous m'agacez, Samson. Je déteste ce genre moderne, cette affectation de cynisme. Oui, Collins est un modèle. Et que fait-il dans la vie, ce monsieur pétri de bonnes intentions et qui ne veut pas qu'on piétine ses pelouses? Qu'on piétine? Non, ne vous inquiétez pas, je ne deviens pas fou. Mais que fait-il?
Eh bien, il avait une petite fortune qui devait lui permettre de faire ses études en théologie. Il a tout sacrifié pour élever les 2 filles de son frère. Oh, c'est beau. Oh. C'est grand. Oh oui, oh oui. C'est généreux. Oh, ça l'est d'autant plus qu'il a dû se faire infirmière en même temps que tuteur. Une de ses nièces est morte. Et Margaret n'a pas de santé. Une d'entre elles est morte. Oui. Oui, une fille délicieuse, exquise. Je l'ai connue en Italie où ils voyageaient tous les 3. Oh, confidentiellement, j'ai toujours pensé qu'il y avait une petite histoire d'amour sous roche. Mais l'oncle avait l'air de ne rien savoir et on ne m'a pas fait de confidence. De toute façon, maintenant, pauvre petite, tout est fini pour elle. Et vous me dites que la seconde est malade aussi? Ah oui, oui, je le crains. Mais dites-moi, la famille Collins vous intéresse beaucoup? Disons qu'elle m'intrigue. Madame Resforce, est-ce que vous connaissez Roger Meltham? Meltham? Ce beau garçon dont le père était juge? Non, non. J'ai essayé de l'avoir pour une de mes soirées, mais on m'a dit qu'il avait quitté Londres à la suite d'un chagrin, oui. Un chagrin d'amour, peut-être. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Oui, c'est curieux. Tout le monde me parle de Meltham aujourd'hui. Est-ce qu'il n'était pas assureur comme vous? Si, c'est vrai. Eh bien, mon bon Samson, adressez-vous à la compagnie qui l'employait. C'est là que vous obtiendrez le plus de renseignements sur son compte. Voici de quoi il s'agit, monsieur le directeur. Il faut que je rencontre Roger Meltham. On m'a affirmé qu'il avait quitté Londres pour une destination inconnue, mais je pense que vous, en tant que directeur de l'Inestimable, vous avez dû rester en contact avec lui. Vraiment, Samson, vous me mettez dans l'embarras. Meltham m'a demandé un congé illimité. Je lui ai accordé sans discussion. Et il ne me tient pas au courant de ses faits et gestes. Oui, oui, évidemment. Monsieur le directeur, je vais vous poser une question. Elle a l'air indiscrète, elle l'est. Mais croyez-moi, elle se rapporte directement à l'affaire dont je veux parler à Meltham. Pourquoi ce garçon brillant a-t-il pris une retraite si prématurée? Eh bien, je crois que je peux vous le dire. Vous avez la réputation d'un homme discret. Et puis, après tout, plusieurs personnes sont déjà au courant. Meltham a éprouvé ce qu'on appelle un grand chagrin. Une jeune fille qu'il espérait épouser est morte. Mais dites-moi... Laissez-moi achever, Samson. Cette jeune fille, il l'avait rencontrée dans nos bureaux. Elle venait s'assurer sur la vie et assurer sa jeune sœur par la même occasion. Elle cherchait son chemin dans les couloirs. Elle a trouvé Meltham. Ils se sont connus, puis fiancés dans le plus grand secret. La jeune fille ne voulait pas quitter sa famille tout de suite. Elle vivait avec sa sœur et un oncle, je crois. Elle s'appelait Collins, n'est-ce pas? Elle s'appelait Juliette Collins. Mais vous commencez à m'inquiéter. Écoutez, je ne peux pas vous expliquer ce que je pense, ce que je crains, vous me prendriez pour un fou. Mais si vous avez un moyen quelconque de joindre Roger Meltham, dites-lui de passer me voir de toute urgence, pas à mon bureau, chez moi. C'est une question de vie ou de mort. Bonjour, Adams. Envoyez donc le coursier me chercher du café, voulez-vous? Bonjour, monsieur. Certainement, monsieur. Vous n'avez pas très bonne mine, monsieur. Oh, inutile de me jeter ces regards de reproche, Adams. Je n'ai pas passé la nuit à m'imbiber d'alcool comme vous semblez le penser. Non, je me suis occupé de l'affaire Collins. Ah, il y a du nouveau. Ah, je pense bien. Hier, je suis allé voir le directeur de l'Inestimable. Le directeur en personne? Et vous lui avez expliqué? Moi, je lui ai rien expliqué du tout. Je lui ai simplement donné l'ordre de m'envoyer Meltham chez moi. Donnez l'ordre? Oh, mais vous n'exagérez pas un peu, monsieur. Un petit peu, Adams, oui. Ah, oui. Un petit peu. Non, enfin, mais là n'est pas la question. Ce directeur devait parfaitement savoir où se trouvait son ancien agent, car à 1h du matin, Roger Meltham sonnait à ma porte. Qu'est-ce qu'il y a, Adams? Mais rien, monsieur. Je regardais la pendule. C'est machinal, il est l'heure d'ouvrir le bureau.
Mais qu'a dit monsieur Meltham et que lui avez-vous dit? Je vous raconterai plus tard ma conversation avec Meltham. D'autant que nous avons certains projets dans lesquels vous aurez votre rôle à jouer, Adams. Enfin, c'est pas le moment d'en parler. Allez vous installer dans votre bureau et tâchez d'avoir l'air naturel et détendu. Bien. Je ne serais pas du tout surpris que nous ayons une visite de votre ami. L'homme si bien coiffé. Monsieur Sampson? Cher monsieur Sampson, puis-je vous demander quelques minutes de votre temps? Mais bien sûr, monsieur Collins. Asseyez-vous. Je suis venu de bonne heure avec l'espoir de moins vous déranger. Mais je vous assure que vous ne me dérangez pas. Vous êtes trop aimable. Vous allez peut-être le regretter, si encore j'étais sûr de vous apporter une affaire sérieuse. Mais mon ami Beckwith est un garçon tellement négligent, tellement prompt à faire des promesses et à ne pas les tenir. Et oui? Oui, il m'a dit qu'il avait rempli vos formules qu'il vous avait renvoyées. Je voudrais savoir si c'est exact. Vous comprenez, dans un moment d'aberration, j'ai promis à sa mère et à sa sœur que je l'obligerais à s'assurer, alors je voudrais tenir cette promesse. C'est très facile de vous renseigner. Quel est le nom de votre ami? Beckwith. Alfred Beckwith. Adams. Adams, voulez-vous regarder dans le courrier si nous avons une demande de police rédigée par monsieur Alfred Beckwith? Oui, monsieur. Je vais voir. Je n'ai pas encore tout ouvert. Voici, monsieur. Alfred Beckwith. Merci. Ah, vous voyez, Collins, que votre ami n'a pas menti. Il nous demande de l'assurer sur la vie pour une somme de 2000 livres. Nom du bénéficiaire en blanc. Adresse Middle Temple. Votre ami habite le même quartier que vous? Il habite sur le même palier que moi, sa porte est en face de la mienne. Ah, et c'est vous qu'il donne comme référence. Tiens, je n'avais pas pensé qu'il le ferait. Étant donné les circonstances, c'est tout naturel. Bien sûr, oui, je n'y avais pas pensé, voilà tout. Je vais vous donner une formule à remplir. La personne citée comme garant doit fournir un certain nombre de renseignements à la compagnie d'assurance. Oui. Tenez. Voici la feuille imprimée. Merci. Mon Dieu, que vais-je répondre à toutes ces questions? Et la vérité, tout simplement. Oui, bien entendu. Bien entendu, qu'alliez-vous pensé? Non, je faisais allusion au grand nombre de ces questions, il y en a vraiment beaucoup. Ah, ne croyez surtout pas que ce soit une critique de ma part. Je suis persuadé que les assureurs ne sauraient être trop prudents. Mais pour moi, qui ne connais rien aux affaires, c'est un grand sujet d'admiration. Puis-je me servir de votre plume et de votre encre? Mais bien sûr, bien Merci. sûr. Voici. Installez-vous là, vous serez mieux pour écrire. Vous êtes trop bon. Merci, trop bon. Voyons, depuis combien de temps est-ce que je connais Alfred Beckwith? Vous voilà déjà en difficulté. 4 ans. Ah, mais non, c'était en janvier. Enfin, disons 5 ans. Quel est l'état de santé d'Alfred Beckwith? Oh, excellent. Je voudrais me porter aussi bien. Mène-t-il une vie sobre et a-t-il des habitudes régulières? Oui, sans réserve à la première question. Ça, Beckwith pousse la tempérance jusqu'au fanatisme. Des habitudes régulières? Oh, certainement. C'est peut-être malsain de faire trop d'exercice et d'aimer trop le plein air. Qu'en pensez-vous? Alors, je mets oui dans une conscience claire. Je signe où? Ici, au bas de la page. Merci. Merci. Oh, vous avez une fort jolie signature. J'essaie du moins d'avoir une signature lisible. Ai-je bien rempli tous mes devoirs? Certainement. Nous ne vous dérangerons plus. J'enverrai le texte définitif de la police à votre ami Beckwith. Ah non, tant mieux, je vais donc partir sans remords. Vous quittez Londres? Pour quelques jours seulement. Je vais installer ma nièce au bord de la mer, à Scarborough. L'air marin lui fera du bien, je l'espère du moins. Ah, la santé de cette pauvre petite me donne de plus en plus de soucis. Croyez-moi, nous sommes de pauvres choses. Il faut vivre dans l'inquiétude et le tourment. Telle est la vie. Adams? Monsieur? Venez ici, Adams, j'ai besoin de vous. Vous désirez sans doute que le coursier retourne vous chercher du café, monsieur. Ah, votre mine ne s'est pas améliorée, loin de là. Non, Adams, il n'est pas question d'aller chercher du café. Alors vous voulez m'exposer votre plan et celui de monsieur Meltham? Non, je n'ai plus le temps. Il n'y a pas une minute à perdre, Adams. Est-ce que vous voulez bien nous aider? Oh, bien sûr. Il s'agit de sauver la vie d'une jeune fille et de démasquer cet hypocrite de Collins. Oh, mais monsieur, vous savez bien que vous n'avez même pas besoin de me demander. Je vous signale que ça peut être dangereux, Adams. Très dangereux.
Vous avez parlé d'une jeune fille à sauver, monsieur, dans ce cas. Voyons, Adams. Oh, monsieur, voyons, à mon âge. Vous ne pensez tout de même Mais pas je que ne pense rien, Adams. J'ai plus le temps de penser. Enfin, puisque vous êtes d'accord, voilà ce que vous allez faire. D'abord, vous allez vieillir. Ah. Beaucoup vieillir. Vous allez avoir au moins 80 ans. Et puis, vous allez tomber malade. Très malade. Avec joie, monsieur. Bien. Vous êtes désormais asthmatique, bronchiteux et laryngiteux. Ce qui vous oblige à vous envelopper de foulards et d'écharpes jusqu'au nez. Ah, au fait, je vous nomme aussi directeur en retraite de la Compagnie des Indes. Oh, vous me comblez. Comme le Major Banks? Exactement, comme le Major Banks. J'ajoute que vous ne pourrez pas marcher, Adams. Un homme dans votre état, ça ne marche pas. On le pousse dans une voiture. Naturellement, monsieur, naturellement. Vous avez un jeune frère, je crois. Oui, monsieur, mais je dois vous avouer avec regret qu'outre le fait qu'il cultive soigneusement ses muscles, mon frère n'est pas bon à grand-chose. C'est justement à ces muscles que je pensais. Votre frère sera parfait pour pousser votre voiture de malade. Vous savez, un de ces grands fauteuils roulants. Oui, certainement, monsieur, certainement, mais... Ne prenez pas cet air effaré, Adams. Faites votre valise, mettez dedans une quantité de foulards, d'écharpes, de couvertures, prenez votre frère avec vous et revenez ici. Le coursier va louer vos places de chemin de fer en attendant. Bien, monsieur, bien. Mais où devons-nous aller, si toutefois ce n'est pas trop indiscret de vous poser cette question? À Scarborough, mon brave Adams, pour profiter de l'air de la mer. Mais mon oncle, est-ce que nous allons y rester longtemps à Scarborough? Aussi longtemps qu'il faudra pour que tu te trouves tout à fait bien. Je trouve que tu as meilleure mine en ce moment. L'air de la mer, c'est excellent remède. Mon oncle, Eh bien, j'ai quelque chose à vous avouer. Je n'ai pas pris mon remède. Vous êtes fâché? je suis désolé, Margaret. Désolé. Tu ne veux donc pas guérir? Mais si, mon oncle, justement. Mais je vous assure que ce remède me fatigue, qu'il ne me réussit pas. Chaque fois que j'en prends, je me sens plus mal. Et ma pauvre petite sœur aussi se sentait mal quand elle l'avait pris. Je ne veux pas mourir comme elle. Margaret, c'est mon devoir de t'arrêter et te demander de réfléchir. Le docteur vous a ordonné ce remède. Des centaines de malades le prennent. Et il serait mauvais pour toi? Voyons, ce sont des raisonnements indignes d'une fille instruite et raisonnables, ça. Mais je sens que ce remède me fait du mal. Mais ce que tu sens, c'est la réaction produite par le remède. Margaret, tu me fais beaucoup de peine. Beaucoup. Ta sœur s'est montrée obstinée, sournoise. Oh, mon oncle. Oui, je sais que cette transformation était due à la maladie. Mais elle m'a fait beaucoup de peine. Je n'ai que toi au monde. Je t'en supplie, laisse-moi te soigner comme il le faut. Je te le promets, mon petit oncle. Je serai d'une sagesse exemplaire. Et tu me promets de prendre ton remède. Je te promets d'essayer. Monsieur Collins, quelle joie de vous rencontrer. Samson! Oh, mais que diable! Mais que faites-vous ici, à Scarborough? Vous? Mais ça n'est pas possible! Il n'y a pas d'ennui avec la demande d'assurance de mon ami Beckwith. Non, pas le moindre ennui. Ah, bon, je respire. Vous ne pouvez pas imaginer ce que représente ce genre de souci pour un pauvre homme comme moi qui n'a pas l'habitude des affaires. Vous paraissez bien surpris de me voir, monsieur Collins. Ah oui, ça, j'avoue que je le suis. Oui, je l'avoue. Je m'attendais à tout au monde. La vie est tellement étrange. Je m'attendais à n'importe quoi, mais pas... Vraiment, pas à la joie, comme vous dites, de vous rencontrer sur cette plage. Eh bien, figurez-vous que c'est un peu à cause de vous que je suis ici. À cause de moi? Oui. Mais Je m'excuse, c'est plutôt grâce à vous, j'aurais dû dire. grâce à vous. Oui, c'est vous qui m'avez donné l'idée de sortir du brouillard londonien et de venir respirer l'air de la mer. Oui, je me conduis d'une manière abominablement grossière. Je n'ai pas présenté mes respects à mademoiselle...
Mademoiselle est bien la nièce dont vous m'avez parlé. Mais oui, mais bien sûr, mais c'est moi qui suis d'une impardonnable grossièreté. Cette jeune personne est effectivement ma nièce, Mademoiselle Collins. Margaret, ma chérie, je vous présente Monsieur Sampson, un ami, un grand ami de cette chère Madame Redforth. Monsieur? Je suis enchanté, mademoiselle. Monsieur? Non, ma nièce est terriblement timide, Monsieur Sampson, il faut l'excuser. Pauvre petite. Elle est si fragile. Je crains tellement... Mon oncle. Oui, ma chérie, oui. Oui, bien sûr. Eh bien, Monsieur Sampson, je ne peux pas me faire à l'idée que vous avez abandonné vos affaires et que vous vous promenez sans but sur cette plage. Eh oui, c'est pourtant ainsi. Je me promène sans but. Bon, eh bien, dans ce cas, puis-je vous offrir, si toutefois vous n'avez pas d'autres projets, puis-je vous offrir de partager notre promenade, qui est également sans but. Avec plaisir. Mais je ne voudrais pas importuner mademoiselle Collins. Vous êtes très bon, monsieur, mais... Non, ma nièce est ravie. Et au contraire, ravie, j'en jurerais. N'est-ce pas, Margaret? Elle est ravie. Eh bien, dans ce cas, j'accepte votre invitation. Il fait beau, n'est-ce pas? Ici doux. Il est vrai que le temps est tout à fait exceptionnel. Exceptionnel pour la saison. C'est exact. Et la mer... Et d'une beauté. Ah, c'est vrai. Oh! Margaret, mon petit, vous ne vous sentez pas mal? Elle est si fragile que je crains toujours. Oh non, mon petit oncle, ce n'est rien. Non, simplement, je crois que mon ombre est passée par là. Votre ombre? Oui, vous voyez ces traces de roues sur le sable, Sampson. Margaret a raison, ce sont des traces de voiture d'infirme. Mademoiselle Collins a une ombre qui se promène en voiture d'infirme? Margaret, ma chérie, vous devriez expliquer l'histoire de votre ombre à mon cher ami Sampson. Oh, je ne voudrais pas ennuyer monsieur Sampson. Mademoiselle, je vous assure Mais que raconte, Margaret. Oh non, il n'y a vraiment rien à raconter. Enfin... Depuis 8 jours que je suis à Scarborough, je croise tout le temps le même vieux monsieur que l'on promène dans une chaise de malade. Comme je le vois partout, je l'ai baptisé mon ombre. Votre ombre habite Scarborough? Je crois qu'elle n'y fait qu'un séjour, comme moi. Et comme moi, je crains que mon ombre n'ait pas beaucoup de santé. Mais qu'est-ce qui vous donne cette idée? Eh bien, il arrive que je perde mon ombre, ou que mon ombre me perde. Nous sommes tous deux sujets à des peines d'emprisonnement en chambre. Ce qui est amusant, c'est que nous aimons les mêmes coins déserts. Je me crois perdue dans les rochers. Eh bien, pas du tout. Mon ombre m'a suivie. Est-ce que ça n'est pas votre vieux monsieur que j'aperçois là-bas? Si, justement. Ah, il doit être bien frileux pour s'envelopper dans tous ces foulards par ce beau soleil. Je crois qu'il est très vieux et très fragile. Il vient vers nous. Tiens, il me rappelle quelqu'un. Mais qui? Vous aussi, vous devez lui rappeler quelqu'un. Car il vous fait signe. Oh, mais c'est vrai. Oh, monsieur Sampson, allez-y, je vous en prie. J'aimerais tellement savoir qui est mon ombre. J'y vais. Vous m'excusez? Alors, Major, comment ça va? Vous avez l'air d'étouffer sous vos cache-nez. Oh, monsieur, je suis bien content de vous voir. C'est à vous d'agir maintenant. Je ne peux plus rien. L'autre jour, j'ai cru qu'il allait la pousser du haut de la falaise. Vous énervez pas, Dance. Je suis venu précisément pour agir. Dès que vous verrez Margaret venir à vous, parlez-lui de Meltham et prenez le train tous les deux. Et Collins, qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes armé? Mais oui, Major. Et je n'irai pas me promener sur le sommet de la falaise. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Ah, il faut que je retourne près de ce brave petit oncle Collins. Vous avez bien fait de revenir, cher ami. Si vous étiez resté parti plus longtemps, ma nièce serait morte de curiosité. Oh, j'ai tellement envie de savoir qui est mon ombre. Et c'est un ancien administrateur de la Compagnie des Indes. Un ami intime de Madame Redforth, un certain Major Banks. Vous avez sûrement dû entendre parler de lui. Non, jamais. C'est un charmant. Charmant et au cœur très sensible. Il s'intéresse beaucoup à vous, mademoiselle Collins. Il a observé l'affection que vous témoigne votre oncle. Il a remarqué que vous ne vous quittez jamais. C'est bien naturel. Il n'a plus d'autre famille que ma nièce. Et elle n'a plus d'autre famille que moi. Il faut nous serrer l'un contre l'autre.
Oh, monsieur Samson, vous devriez gronder mon oncle. Lui qui aime tellement faire du bateau et nager, il s'en prive à cause de moi. Ça me donne une idée. Collins, pourquoi ne pas me déléguer comme oncle auprès de votre nièce et aller prendre un bain? L'eau est excellente. Nous vous attendrons en nous promenant sur la plage. Mais je ne sais pas si Oh, ça me ferait tellement plaisir. Dans ces conditions... Bon. Vous aimez beaucoup votre oncle. C'est un être merveilleux. Malheureusement, je vais le quitter bientôt. Je suis sûre que je vais mourir. Comme ma sœur. Mademoiselle Collins, je n'ai pas beaucoup de temps. Dites-moi, vous aimez écouter le bruit de la mer quand elle est calme? Oui, naturellement. Mais cette mer tranquille qui vous berce, l'avez-vous vue en colère détruisant tout ce qui s'oppose à elle? Oui? Je ne comprends pas. Vous me faites peur. Si vous vous trouviez isolé sur un rocher et que la mer montait autour de vous, vous ne poseriez pas de questions à l'homme qui viendrait vous sauver, n'est-ce pas? Non, bien sûr. Alors vous n'allez pas m'en poser. Vous êtes en danger. Beaucoup plus que si vous étiez entouré par la marée. Et je n'ai que quelques minutes pour vous sauver. Me sauver de quoi? Vous sentez bien que vous êtes en danger, puisque vous parlez de votre mort. Vous avez promis de ne pas me poser de questions, n'est-ce pas? De me faire confiance. Mais qu'est-ce que vous voulez? Que vous alliez trouver votre ombre. Cet homme qui vous attend, là-bas, dans la voiture d'infirme. Il vous expliquera. Mais mon nom... Margaret, je vous en supplie, faites ce que je vous dis, pour l'amour de votre sœur Juliette, que Roger Meltham aurait voulu sauver. Qui vous a parlé de ma sœur et de Roger? Lui, Roger Meltham. Allez-vous m'obéir à la fin? Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous obéir. Ma nièce n'est pas là? Elle a eu froid, je l'ai persuadée de rentrer à l'hôtel. Oh, ma nièce est très influençable. Très. Je vais vous avouer une chose, Samson. J'ai peur. Oui, j'ai peur pour Margaret. Quelque chose me dit qu'elle ne vivra pas longtemps. Un pressentiment. Je crois pouvoir vous rassurer à ce sujet. Pardon? Mais j'ai tort de vous importuner avec mes affaires de famille. Comment était votre bain? Excellent. Mais maintenant j'ai un peu froid, je vais regagner mon hôtel. Mais je vois que l'ombre aussi se dépêche de rentrer. L'homme qui pousse la voiture va en zigzag tellement il se presse. Eh bien moi, je vais directement à la gare. Vos vacances sont terminées? Eh oui, les affaires. Vos affaires. Il faut que je mette la dernière main au contrat d'assurance de votre ami Beckwith. Alfred! Cessez ce bruit infernal! Non, je chante et je vais continuer à chanter et à m'accompagner avec les pincettes jusqu'à ce que vous me fassiez du grog. Faites-le vous-même, votre grog! Non, je veux du grog fait par mon ami Julius César. La paix, la paix! Je vais vous le faire. Ah bon. Je vous trouve bizarre, Alfred. Je parie que vous avez des insomnies. Oh, j'ai pas beaucoup dormi. Vous étiez à Scarborough, je m'ennuyais. Mais je vous avais préparé un flacon de somnifère. Vous n'en avez pas pris? Ben, j'ai oublié. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Tenez. Voici votre grog. Mais j'en sais rien, Julius César. J'ai dû le jeter ou le donner au chat ou à la femme de ménage. Monsieur Beckwith, je m'appelle Samson. Oh, entrez, entrez. On est justement en train de faire des grogs. Monsieur Samson, monsieur Collins. Allez, Julius, faites un grog pour notre invité. À moins qu'il ne préfère un peu d'opium. Bonjour, Collins. Déjà revenu de Scarborough? Comment va votre nièce? Ma nièce, c'est une ingrate qui me paie bien mal de mon dévouement. Elle est allée vivre chez des amis. Elle ne me donne plus signe de vie. Mais il faut boire, mon vieux Samson. Il faut boire. Julius César sera pas content du tout si vous ne buvez pas. Monsieur Samson, je vais vous parler franchement. Ça m'étonnerait. Je sais pourquoi vous êtes venu ici, chez Beckwith. Pour une sordide spéculation. Vous espérez économiser une prime quand le jour viendra de la payer. Mais je vous connais, vous autres les agents d'assurance. Je vous préviens, vous trouverez à qui parler.
Faudra d'abord prouver que les habitudes d'intempérance de cette loque de Beckwith étaient antérieures à ma visite dans votre bureau. Mais de quoi parle-t-il? Des 2000 livres qu'il doit toucher après votre mort. Hein? Avouez, Collins, que si je faisais constater par un huissier l'état de cet appartement, ces bouteilles qui traînent partout, cet opium... Dis donc, ça ressemble beaucoup à un chantage. Vous trouvez, vraiment? J'ai bien envie d'appeler la police pour vous mettre dehors. Bonne idée! Justement, la police vous attend chez vous. Vous n'aurez que le palier à traverser. Ce que vous dites? Pourquoi croyez-vous que je me fatiguais à faire ce bruit infernal depuis le déjeuner? Pour que vous n'entendiez pas les inspecteurs entrer dans votre appartement. La perquisition est terminée, mon vieux. Ils ont découvert des choses extrêmement intéressantes. Est-ce qu'ils ont trouvé tout ce que j'avais signalé? Les bouteilles de soi-disant médicaments, le carnet noir sur lequel il a décrit la mort de Juliette, son plan pour la mort de Margaret et la mienne? Un carnet? Bon, mais comment avez-vous... Mais quand je fouillais votre appartement, pensiez vraiment que c'était pour trouver de quoi boire? De quoi parlez-vous, espèce d'ivrogne? Beckwith, répondez-moi! Tenez-vous tranquille, Collins. Il n'y a pas d'ivrogne. Il n'y a pas de Beckwith. Laissez-moi faire les présentations. Monsieur Collins, Monsieur Meltham. Meltham. Roger Meltham. Mais oui. L'homme dont la disparition vous intéressait tellement parce que vous saviez qu'il avait été amoureux de votre nièce Juliette. C'est une conspiration. C'était un piège. Quand je suis venu habiter sur votre palier et que j'ai joué le rôle de l'ivrogne qui se sous la mort, vous n'avez pas pu résister à la tentation de m'assurer à votre profit. C'était un piège. Et vous êtes tombé dedans, comme un imbécile. Vous ne pouvez pas prouver... Taisez-vous! Ou je vous étrangle, comme j'ai eu si souvent envie de le faire pendant ces dernières semaines. Du calme, mon vieux, du calme. Inutile de l'étrangler. De toute façon, il sera pendu. Et il a été pendu? Non, mon cher Dickens, s'il avait gardé du poison sur lui, il s'est suicidé. Ah oui, c'est pour ça que les journaux n'ont pas raconté cette histoire. Oui. Et sans moi, vous ne l'auriez pas connu. Oui, mais sans moi, vous n'auriez pas pris votre criminel. Comment? Ça, par exemple, j'avoue que je ne comprends pas. Mon cher Samson, voyons, c'est grâce à vos lectures de physionomie que vous avez démasqué cet Et assassin. oui, bien sûr, les lectures de physionomie, c'est ma fameuse théorie selon laquelle... Voyons, Samson, voyons. Vous savez très bien que cette théorie est de moi.